Bonjour Lucas Jakubowicz. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes rédacteur en chef de Décideur Magazine. On lit beaucoup ces derniers jours que le Rassemblement national drague les grands patrons, est prêt à tout pour les convaincre que son programme n'est pas dangereux sur le plan économique. Qu'en pense le patronat ? Alors le patronat est assez divisé. En fait, pendant très longtemps, le patronat était fondamentalement hostile au Rassemblement national. Surtout vis-à-vis des mesures qui étaient quand même assez souverainistes, sociales, etc. Ça, le patronat n'aime pas. Pas pour des raisons idéologiques ou morales. Non. Alors, quand le patronat s'est opposé au Rassemblement national, il n'y avait jamais l'aspect moral. Il y avait vraiment l'aspect de cartésianisme et l'aspect de réalisme économique. Voilà. Sauf que ce qui s'est passé depuis 2 ans, c'est une sorte de rupture, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Rassemblement national est aux portes du pouvoir. Et donc, le patronat va être obligé de composer éventuellement avec le Rassemblement national. Et de s'y préparer à Et de minima. s'y préparer. Donc, il ne peut plus être dans une opposition frontale. Aujourd'hui, en gros, il est en train d'essayer d'influencer le Rassemblement national, de dire, si jamais vous arrivez au pouvoir, voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous ne devez pas faire. Et voici nos lignes rouges aussi, et voici nos lignes rouges. Et le Rassemblement national, en fait, est quelque part un peu coincé et va être obligé d'écouter la majorité des recommandations de souvent du patronat. Donc avec un tournant plus libéral que ce que pourraient laisser dessiner ces propositions ? En principe, ouais. Ouais. Ça pourrait poser problème vis-à-vis d'une partie de son électorat ? Ah bah oui, populaire. totalement. C'est ça le problème. En fait, quand vous regardez un peu en Occident, quand l'extrême droite arrive au pouvoir, l'extrême droite populiste, c'est toujours une alliance entre guillemets, les classes populaires et le patronat. Typiquement, en Italie, avec Giorgia Meloni, c'est ça. Giorgia Meloni, elle est très populaire chez les patrons de la Confindustria, des petites et moyennes entreprises exportatrices du nord de l'Italie, notamment. Et c'est aussi un parti qui va être populaire dans les classes populaires, justement. Et elle a réussi à faire cette synthèse. C'était la même chose aussi avec Donald Trump, qui était très populaire dans les classes populaires blanches, du Midwest, etc., mais qui en même temps avait le soutien du patronat. Dans une moindre mesure, c'était la même chose avec Bolsonaro au Brésil. Et ça risque d'être la même chose en fait avec le Rassemblement national. C'est-à-dire qu'une fois que le Rassemblement national va arriver au pouvoir, il va devoir être réaliste sur le plan économique, faire énormément de concessions. Et donc, entre guillemets, mais les cocus de l'affaire, ce sera les électeurs des milieux populaires français qui ont voté pour un programme social, etc. Et en fait, qui ne se mettra pas en place. Et il y a déjà des signaux avant-coureurs. Depuis la dissolution, vous avez vu par exemple que Bardella a plus ou moins fait marche arrière sur la réforme des retraites. Et en expliquant ce matin que par ailleurs, il n'accepterait pas de rejoindre Matignon s'il ne disposait pas de la majorité absolue, ce qui l'éloigne peut-être encore davantage du poste de Premier ministre. On le verra dans les prochaines semaines. Est-ce qu'il y a un clivage, Lucas Jakubowicz, entre les grandes entreprises et les PME, les petites entreprises, les patrons de sociétés plus petites? C'est assez difficile à voir, parce que la plupart, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que 80% des entreprises en France sont des TPE-PME. Souvent des sociétés familiales qui sont très ancrées dans les territoires, mais qui ne sont pas forcément membres d'instances comme la CGPME ou l'U2P. Donc eux, ils sont sur le terrain. Il est probable que certains votent Rassemblement national, que certains de leurs salariés votent Rassemblement national, et entre guillemets, ils ne sont pas politisés. En revanche, pour l'instant, les hautes sphères économiques restent assez politisées, assez libérales et assez hostiles au Rassemblement national. Si on prend en fait quelle serait entre guillemets la Bible du patronat, je dirais que c'est par exemple mes confrères de Challenge. D'accord. Challenge, juste avant les européennes, leur une, c'était Jordan Bardella, l'illusionniste. Et tout avec, je crois, plusieurs dizaines de grands patrons qui étaient intervenus pour expliquer, des spécialistes économiques qui expliquaient pourquoi le programme était dangereux. Dans les Échos, c'est la même chose. Dans les Échos, vous avez une tribune de l'ancien, même de l'actuel PDG de Safran, qui expliquait en quoi le programme du Rassemblement national était dangereux. Rebelote, il allait faire la même chose à Radio Classique, qui est aussi une chaîne de radio qui est assez écoutée par le patronat. Nous-mêmes, à Décideur Magazine, on a aussi des tribunes ou des témoignages d'entrepreneurs qui sont inquiets par la montée en puissance du Rassemblement national. Et il y a 2 jours, les Échos a aussi publié une tribune de 700 entrepreneurs qui, eux aussi, sont hostiles au Rassemblement national. Donc, oui, les 2 pôles vont essayer, entre guillemets, de trouver un pacte de non-agression, voire de bonne entente. Mais c'est plus, entre guillemets, une alliance de raison qu'une alliance idéologique. En fait, le patronat a besoin d'avoir un gouvernement libéral et pro-patron, et le Rassemblement national a aussi besoin d'avoir le soutien du patronat. Il en est de même du côté du groupe Bolloré, pour autant qu'on puisse le mesurer?
Vous pouvez, j'ai pas trop compris. Est-ce qu'il en est, vous parliez des échos, de radio classique qui relayaient les inquiétudes du patronat. Est-ce que du côté du groupe Bolloré et de ses médias, est-ce qu'on est aussi le groupe sur le plan économique? Le groupe Bolloré, c'est différent puisque c'est un groupe qui est au service, entre guillemets, d'une seule personne et qui appartient juste à une personne qui ne cache pas, en fait, son projet idéologique. Et qui peut faire contrepoids, du coup. Honnêtement, je pense pas. Je pense pas. Non. Dans quelle mesure le programme de ces législatives pour le Rassemblement national est absolument identique à ce qui était prévu lors des dernières législatives il y a maintenant 2 ans du côté du RN? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été un peu effacées ou mises de côté? Pas grand-chose en réalité, mais vous savez, en fait, c'est très politiquement incorrect de le dire, mais il ne faut pas prêter attention aux programmes économiques de tous les partis. C'est-à-dire qu'il y a des programmes, mais une fois élus, les programmes, c'est systématique, ne sont appliqués qu'à 10%. 15%. Mais c'était aussi le cas, par exemple, pour le programme économique de Macron en 2017, quand il proposait, par exemple, l'assurance chômage à tous les salariés qui démissionnaient, par exemple, pour se mettre à leur compte ou des choses comme ça. Ça n'a jamais été mis en place. Donc, il y a toujours, en fait, un gap immense entre les premières intentions économiques et puis la réalité. Alors voilà pour l'extrême droite, Lucas Jakubowicz. Qu'en est-il à gauche? Que prévoit le programme, le fameux contrat d'alliance du nouveau Front populaire sur le plan économique? Rien. C'est-à-dire Rien. Si vous voulez. Les négociations pour le nouveau Front populaire ont commencé mardi matin. Elles se sont finies vendredi soir. Donc il y a eu moins d'une semaine pour faire un programme commun, en réalité. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que quand le nouveau Front populaire s'est mis en place, il y a eu 2 commissions qui se sont réunies avec tous les responsables des partis de gauche. Une commission investiture, donc en gros, qui se partageait le territoire, et une commission programme. Le but de la commission programme, c'était, comme son nom l'indique, de faire un programme. Programme en matière de politique étrangère, d'économie, d'institutions, etc. Avec une page entière, par exemple, sur le conflit au Proche-Orient. Voilà, alors c'est ça le problème. C'est qu'en fait, pendant ces 3 ou 4 jours de négociations, tous les partis ont été accaparés par 3 choses. Est-ce qu'on parle d'antisémitisme ou pas dans le programme? Comment est-ce qu'on qualifie le Hamas? Et quid des otages détenus par le Hamas? Et en fait, toutes les négociations de programme ont été parasitées par ces 3 questions. En réalité, et vous pourrez lire peut-être mon reportage qui sera publié demain ou après-demain dans Décideur Magazine, toutes les négociations de programme se sont basées sur ça. LFI était vraiment intransigeant, disait on ne veut pas parler d'antisémitisme, ou si on en parle, on parle aussi d'islamophobie. Il est hors de question qu'on considère le Hamas comme un groupe terroriste, il est hors de question qu'on mentionne les otages à Gaza. En face, vous aviez le Parti socialiste avec Olivier Faure qui était très ferme, qui a dit écoutez, si on fait pas ça, nous on signe pas, on vous suit pas. Donc en fait, en réalité, ils ont mis 3 jours à parler de Hamas, de terrorisme, pour avoir une phrase qui dit le nouveau Front populaire condamne les actes terroristes du Hamas. Sur lequel on n'est pas d'accord puisque c'est un groupe théocratique et non un groupe terroriste. Mais en tout cas, ça a pris plein de temps. Tout ça pour vous dire qu'en réalité, le programme économique n'a pas été travaillé du côté du nouveau Front populaire. Et d'ailleurs, ça en dit beaucoup sur la gauche, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la gauche, dans ses programmes, est très portée sur les questions sociétales, identitaires, etc. et a totalement mis de côté les questions économiques. Alors oui, il y a des listes, mais bon, en fait, c'est le programme L'Avenir en commun de la France Insoumise qui a été plus ou moins réactualisé. Mais de toute manière, même si on voulait faire un vrai programme économique à gauche, ça aurait été comme, je sais pas comment vous dire, comme un karaoké avec chacun qui chante des paroles différentes. C'est-à-dire que sur tous les sujets, en tout cas la majorité des sujets, même s'ils affirment le contraire, les Verts, les communistes, le PS, les Insoumis ne sont pas d'accord. Il n'y a pas de bloc commun possible à vos yeux entre ces différents partis qui composent le nouveau Front populaire sur... Il y aura un bloc commun, encore une fois, peut potentiellement y avoir un bloc commun sur le plus petit... à la retraite, oui, sur le plus petit dénominateur commun. On peut faire un bloc commun, mais encore une fois, entre ce qui est dit dans le programme et ce qui est fait en réalité, surtout à gauche, il y a toujours un fossé. Regardez, par exemple, vous prenez le programme commun de François Mitterrand en 1980, ils l'ont appliqué moins d'1 an, ensuite il y a eu le tournant de la rigueur. Vous prenez le programme de François Hollande en 2012, ça avait commencé par notre ennemi c'est la finance, on va nationaliser Florange, ça s'est terminé avec le CICE et les lois El Khomri. C'était un peu différent néanmoins sous Lionel Jospin, entre 97 et 2002. Il y a une cohérence entre le programme, la gauche plurielle et son application. Oui, parce que le gouvernement Jospin était déjà entre guillemets pro-patron. Par exemple, à Bercy, vous aviez Dominique Strauss-Kahn qui rassurait vraiment les marchés. Ce qui n'était pas le cas, en fait, par exemple, quand Montebourg est arrivé à Bercy en 2012, les marchés étaient moyens rassurés. Mais encore une fois, vous avez l'intention, vous avez la réalité. Vous pouvez, par exemple, regarder les articles
de presse entre 2012 et 2017. Combien de fois, par exemple, Pierre Gattaz, qui à l'époque était le patron du MEDEF, a rencontré l'exécutif, mais il était tout le temps fourré à Bercy, à Matignon ou à l'Élysée. Donc, même si un parti de gauche arrive en disant « nous, on rase gratis », de toute façon, une fois le pragmatisme s'impose. Oui, parce qu'ils se prennent la réalité en pleine face. Merci beaucoup Lucas Jacobi d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de Décideur Magazine. On peut retrouver cet entretien notamment sur notre chaîne YouTube en vidéo. Bon après-midi à vous et à très bientôt sur Radio G. De rien.